La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire concernant l'ISO 9001 version 2015. Voilà, donc je me présente, Jean-Marie Riac, en charge pour le groupe AFNOR de la thématique qualité et performance, et à ce titre impliqué dans la révision 2015 de la 9001. Voilà, donc je vous propose de prendre connaissance de cette présentation. Je dois dire que vous en aurez une version PDF un peu plus compacte que ce que je vais vous présenter. Voilà. La présentation va durer 40 à 45 minutes et nous disposerons d'un quart d'heure pour que vous puissiez, à travers donc l'application GoToWebinar, proposer des questions et puis j'essaierai de répondre. Voilà. Alors, on y va. Les évolutions majeures. Donc, vous êtes certainement informé que cette nouvelle version, d'un côté, elle s'inscrit dans la continuité de l'ancienne version, 2008 et surtout version 2000, donc il n'y a pas de rupture. Ça, c'est pour vous rassurer. Tout ce que vous avez mis en œuvre en tant que système de management qualité basé sur l'approche processus sera toujours utile et fortement utile pour intégrer cette nouvelle version. Néanmoins, il y a des nouvelles évolutions parce qu'en fait, le monde a changé. Il faut adapter la norme aux pratiques de management de qualité actuelles face à un marché, à des clients qui sont de plus en plus exigeants, à une facilité d'accès extrêmement rapide et facile à travers Internet avec des prises de décision qui sont très rapides. Donc, il était vraiment important, indispensable d'adapter la version 9.1 au monde, je dirais, actuel. Les évolutions, elles se décomposent, j'y reviendrai une par une, je vous rassure, mais pour vous planter le décor, la première grande évolution concerne non seulement la 9.1, mais c'est toute norme concernant le système de management, aussi bien l'environnement 14001, la future norme concernant le management de la santé et sécurité au travail, l'ISO 45001, qui va apparaître d'ailleurs en mars 2018, la future ISO 22000 sur le management de la sécurité alimentaire, etc., etc. Toute norme de système de management va adopter une nouvelle structure commune, dite HLS, High Level Structure, pour, vous avez bien compris, pour en faciliter l'intégration. Voilà, pour mettre en place un système de management intégré. Deuxième grande évolution spécifique à l'ISO 9001, c'est que dorénavant, il s'agit de développer une démarche qualité en lien avec la stratégie de votre organisme. Il est extrêmement important de s'appuyer sur le levier qualité, dont la finalité qualité, c'est quoi? C'est fidéliser un client quelque part en lui fournissant des produits, des services conformes à ses exigences, même en recherchant une amélioration de sa satisfaction. Donc, quelque part, ça a un impact en termes de fidélité, donc fidéliser un chiffre d'affaires, et surtout un impact pour gagner des nouveaux clients, donc accroissement des chiffres d'affaires. Se priver de ce levier-là sur le plan stratégique, ça serait vraiment ballot. Et quelque part, en termes de management moderne, et avec cette version actuelle 2015, il est dorénavant demandé aux entreprises qui adoptent la 9001 de démontrer que cette démarche qualité est intégrée et alignée à la stratégie de votre organisme. Excusez-moi. Troisième grande évolution, c'est le contexte où va évoluer la démarche qualité, où évolue d'ailleurs votre entreprise. Ce contexte, cet écosystème, entre guillemets, doit être compris, appréhendé, en distinguant les enjeux stratégiques internes et externes, ce qu'on met sur la table pour gagner ou pour perdre, en fait, c'est ça un enjeu. Donc ça, c'est important de les déterminer. C'est nouveau, ça n'existait pas dans les versions précédentes. Et dans cet écosystème, dans ce contexte, de déterminer quels sont les acteurs, c'est-à-dire les parties intéressées, qui sont à fédérer, qui sont à prendre en compte pour développer vraiment une démarche qualité au service du client et bien entendu de la stratégie de l'entreprise. Quatrième évolution majeure, c'est l'approche risque et opportunité qui voit enfin le jour dans l'ISO 9001.
on peut considérer qu'il y a un petit retard qui avait été pris à 9001 en comparaison avec des normes comme l'ISO 14001 par exemple, où il y avait déjà une analyse risque par l'analyse du cycle de vie, l'analyse environnementale, qui était déjà une approche risque. La 9001 adopte enfin l'approche risque-opportunité au regard des exigences clients. Voilà, alors ça, je vais y revenir là-dessus, c'est très important. La maîtrise des informations documentées est une évolution aussi alors majeure ou moyenne. Pourquoi on la souligne? Parce qu'en fait, vous savez, peut-être que certains d'entre vous pensent encore qu'une démarche qualité ISO 9001 génère beaucoup de documents, que c'est d'abord une démarche documentaire. Écrivez surtout ce que vous faites pour démontrer que ce que vous faites est conforme à ce qui a été écrit. Typiquement, c'est le concept d'assurance qualité, qui n'est pas mort, parce qu'en fonction du risque, il y a des aspects d'assurance qualité qui sont à préserver, bien sûr. Mais quelque part, cette évolution signifie que une démarche qualité ne se mesure pas au nombre de documents, de classeurs qu'il y a dans une armoire, mais surtout à travers la capacité à saisir les informations, les données qui sont pertinentes pour pouvoir d'abord démontrer, prouver, tracer que les bonnes pratiques, que les produits sont conformes, et également, et surtout d'ailleurs, faire en sorte que ces informations dites documentées soient analysées pour en déduire des pistes de progrès. Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Gérer les connaissances est aussi une évolution majeure, et je serais tenté personnellement de dire que c'est l'évolution la plus pertinente, la plus importante. Je reviendrai sur cette notion de connaissance, le savoir, le capital immatériel, comme on dit maintenant, qui fait la richesse des entreprises. Décidément. Maîtriser les activités sous forme de chaîne de valeur, c'est aussi une orientation forte de la version 2015, considérant que le client, s'il vient voir donc votre entreprise, il vient chercher une valeur qu'il n'a pas, c'est la valeur ajoutée qu'il recherche. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour considérer que cette valeur ajoutée n'est pas établie à un endroit unique, à un poste de travail unique, une activité unique. C'est un ensemble d'activités, c'est un certain nombre de processus mobilisés ensemble qui vont constituer une chaîne de valeur. Donc là, dans cette version 2015, il est important de prendre en compte que cette chaîne de valeur ne doit pas avoir de rupture, de maillon faible, de la conception, même de l'amont, avec, je dirais, des produits provenant de fournisseurs, de prestations externes, jusqu'à l'aval, c'est-à-dire jusqu'aux produits livrés et même après livraison du produit, faire en sorte que toute cette chaîne soit totalement maîtrisée sans discontinuité. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Et enfin, la dernière évolution majeure, c'est la notion de performance qui voit enfin le jour. Et ça me ravit parce que je suis également assesseur FQM, l'excellence en termes de management de qualité et qui reconnaît que la performance est un enjeu clé. Et enfin, l'ISO 9001 a adopté le terme performance où il s'agit d'évaluer la performance pour également l'améliorer. La performance est définie comme étant la mesure d'un résultat, un résultat mesurable. Donc, quelque part, comprenez bien que cette évolution engage un système de management de la qualité suivant les ISO 9001, l'engage à produire des résultats mesurables et améliorer ces résultats. Donc, les moyens sont importants, les pratiques sont importantes, les informations documentées sont importantes, bien sûr, mais la finalité, c'est de produire des résultats tangibles et de faire en sorte d'améliorer ces résultats. Bien sûr, résultats qui ont un sens dans une logique client, satisfaction client. Voilà. Alors, pour parler de l'HLS, cette structure commune, là, je vous la présente à travers cette diapositive. Donc, prenez connaissance de la structure PDCA. Donc, cette nouvelle structure est fidèle au PDCA cher à William Deming, dans le sens où cette structure impose un système dynamique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Contrairement aux versions précédentes de l'ISO 9001 où la structure de la norme imposait une architecture du système, là maintenant, cette nouvelle structure impose par le PDCA d'avoir un système dynamique. Le PDCA dans le sens que si la roue tourne quelque part, si on est dans une logique dynamique de relancer
le PDCA à chaque boucle pour progresser. Ça, c'est important. Donc, structurellement, la nouvelle version 2015 vous invite à du dynamisme. Donc, vous avez 3 chapitres essentiels qui vont structurer le plan. C'est le contexte de l'organisation, ce que j'évoquais tout à l'heure, à travers des évolutions majeures, où il s'agit de comprendre le contexte avec les enjeux et les parties intéressées. Le leadership, bien sûr, est dans le plan. Le leadership est une exigence fondamentale pour développer un système de management. Le cap, la vision, l'impulsion, c'est le leadership. Et puis la planification, bien sûr, of course. La planification est dans le plan avec justement l'évolution majeure concernant les risques et les opportunités qui nécessitent de planifier des actions pour les traiter. Enfin, le tout réconcilie le support et le chapitre réalisation des activités opérationnelles. On a évité, heureusement, de tomber dans un piège où on aurait une dichotomie support dans le plan. Ça a été, à un moment donné, une version du draft. Hein. Et puis le 8, essentiellement pour le doux. Non, là, c'est important. Comprenez bien qu'à la fois support et activité opérationnelle contribuent ensemble à satisfaire le client et lui servir, je dirais, des produits et des services conformes à ses attentes. Ça, c'est important. Hein. Donc, les supports sont également au service du client. Bien sûr, le client ne voit que la partie 8, bien sûr. Hein, il est très sensible à ça. C'est là où la valeur ajoutée se réalise. Mais la valeur ajoutée, les métiers opérationnels ont besoin d'un support en tant que fournisseur pour répondre, je dirais, aux exigences clients. Ça, c'est important. Le chèque, bien sûr, c'est l'évaluation des performances. C'est là où on va trouver, entre autres, la revue de direction, hein, qui va être un moment important dans le PDCA pour rebasculer et pour décider d'actions d'amélioration pour se retrouver dans le chapitre 10, amélioration. Voilà. Donc, l'intégration à travers cette structure universelle pour tout système de management ISO, cette structure telle qu'elle est, va faciliter grandement l'intégration des systèmes de management de telle sorte d'éviter les approches millefeuilles, les incohérences et donner surtout plus de sens aux utilisateurs du système de management. Voilà. Diapo suivante pour illustrer mon propos concernant ce magnifique défi d'intégrer les systèmes dans un seul. Là, je vous présente sous forme je dirais, d'un microprocesseur, hein, le cerveau, l'organe qui va assurer l'harmonisation de toutes les thématiques, de toutes les problématiques d'une entreprise, intitulé Système de management unifié, hein, pour insister sur cette logique d'intégration. Et vous voyez que ce tel système, tel qu'il est défini avec la HLS, va permettre à votre gauche d'intégrer des clés USB qui symboliquement représentent des systèmes de management 9.1, qualité, environnementale, SST, mais également pouvoir intégrer également des normes qui sont sectorielles, qui précisent un petit peu le comment et au-delà du quoi, telles que l'ISO 22000. Enfin, l'ISO 22000, c'est assez générique, il faut reconnaître, sur le plan sécurité des denrées alimentaires, mais lorsqu'on prend en compte l'ISO 13485 sur les dispositifs médicaux, j'aurais pu mettre le N9100 sur le système de management pour l'aéronautique, et puis le TS 16949, qui n'est plus ISO d'ailleurs, sur l'automobile, les exigences très particulières ont été amendées, ont été révisées, et donc naturellement, en adoptant la HLS, vont trouver leur place, je dirais tout à fait logique dans ce système unifié. Et c'est aussi vrai pour des normes spécifiques, directrices sur l'audit, des systèmes de management. Il est intéressant d'avoir un système de management de l'audit commun à toutes les thématiques. Hein. Pareil pour la gestion, la maîtrise documentaire, et également, bien sûr, avec des normes beaucoup plus hautes, beaucoup plus larges, telles que l'ISO 26000, la RSO, le système de management, le management des risques, la gestion des risques, l'an 31000, le management de la compliance, ISO 9100, qui sont vraiment des normes d'éthique très larges, hein, qui vont également trouver leur place et enrichir un tel système. Voilà, donc vous avez une chance inouïe pour ceux qui recherchent la mise en œuvre d'un SMI, de le faire, de le réussir, de le faire vivre grâce à cette décision d'adopter l'HLS pour tout système de management. Ne ratez pas cette opportunité.
Le lien entre l'HLS et puis les neufilins, bien sûr, là, je vous la représente telle que la neufilin a décliné la HLS. On retrouve le PDCA. Donc, vous avez devant vous une machine à ravir le client. Cette machine, elle prend comme donnée d'entrée, évidemment, puisqu'on parle client, les exigences des clients, mais également, dans cette nouvelle version, elle prend en compte tout le contexte et les éléments du contexte en tant que parties intéressées, leurs besoins, leurs attentes, les enjeux, tout ça, ce sont des données d'entrée de cette machine qui va se mettre en mouvement à travers les 4 phases PDCA. Donc, vous retrouvez les chapitres d'un neufilin distribués dans le plan do check act et va produire des résultats qui sont le ravissement, l'enchantement du client par du produit et des services conformes. Déjà, c'est déjà un must-be, c'est déjà un basique, minimal, le client il paye pour ça, mais également faire en sorte que cette réponse va au-delà de ça, pour le satisfaire, sachant que la norme toujours a comme ambition d'accroître la satisfaction du client. Voilà la machine à satisfaire le client. Il manque une chose. Devinez qu'est-ce qui manque devant vous? Mais le moteur, l'énergie pour faire fonctionner cette machine, que je vais me faire un plaisir. Je vais faire un plaisir de mettre au centre de la machine le leadership, entre guillemets, la pile qui va impulser la démarche. Voilà. Belle machine. Alors ici, je vais partager avec vous un petit peu déjà un retour d'expérience que nous avons depuis maintenant 2 ans observé à travers nos audits. Donc, on s'aperçoit à travers les exigences qui constituent cette version de 2015, des exigences où on rencontre peu de difficultés de la part des audités pour se mettre en conformité. Ce sont les petites pastilles vertes que vous voyez. Et je dirais, il y a une certaine logique dans tout ça, puisque ce sont des exigences qui sont très proches de celles qui existaient auparavant avec la version 2008 et 2000. Par contre, on note, excusez-moi, d'autres exigences où il y a parfois certaines difficultés où des audités ont un effort à faire pour intégrer ces nouvelles dispositions, un pack moyen avec pastille orange et avec des difficultés un peu plus grandes sur effectivement des exigences nouvelles qui ont vu le jour avec cette version. Et donc, on peut les regarder. Il y en a 4, 4 difficultés qui sont pointées. Bien sûr, elle est toute nouvelle comme l'organisme et son contexte. Les parties intéressées, évidemment, où il s'agit de les sélectionner si elles sont pertinentes pour la démarche qualité et puis de capter leurs besoins, les attentes et exigences. L'action face au risque opportunité. Et puis également dans ressources. Alors, dans ressources, on pointe quelque chose de bien précis, c'est la gestion des connaissances qui fait partie du chapitre ressources, parce que la connaissance est une ressource. Et là, nous notons une certaine difficulté pour appréhender et répondre à cette exigence. Voilà. Donc, vous avez ici, de manière assez synthétique et visuelle, je dirais, les difficultés que vous allez rencontrer, plus ou moins grandes, pour vous mettre en conformité. Donc ça va, j'espère, vous servir pour porter l'effort là où il y a des difficultés sont plus grandes. Et même pour vous aider sur l'effort, je vais vous présenter une vision originale neufilin en s'appuyant sur la démarche Kano, le modèle de Kano, qui n'est pas nouvelle, mais qui est très intéressante parce que le modèle de Kano a eu la vertu de croiser la satisfaction des clients, on va rajouter aussi partie intéressée, avec la mise en œuvre d'un certain nombre de fonctionnalités d'un produit ou d'un système. Pour la neufilin, on appellera ça des exigences. Donc, appliquer Kano à la neufilin donne le schéma suivant. Vous avez déjà une première typologie d'exigence qu'on a classée dans basique. C'est la courbe verte que vous voyez en bas. On s'aperçoit que pour ces exigences-là, l'application de ces exigences neufilin, en l'occurrence, le fait de les développer, donc en allant vers la droite, vers le niveau d'implémentation des exigences, la flèche horizontale à droite, on s'aperçoit qu'on ne dépasse pas le niveau neutre, c'est-à-dire le carrefour des 2 axes. Ça reste neutre. C'est-à-dire que le fait de les développer, ces exigences, d'y répondre, ne va pas ravir le client, ne va pas faire monter sa satisfaction. Mais par contre, ne pas décliner ces exigences, on tombe en bas à gauche, aux profondeurs de l'insatisfaction des clients et parties intéressées, surtout clients. Et c'est pour ça que ces exigences-là
Leur absence impacte la conformité et génère une forte insatisfaction. Ce qu'on appelle les exigences basiques, en anglais on appelle ça, le terme propre de Kano, c'est must be, c'est doit être, c'est indispensable. Sinon, c'est même pas la peine, je ne viendrai plus vous voir. Mais c'est pas parce que c'est là que je vais être ravi, comprenez bien. Après, il y a un certain nombre d'exigences de la norme qui ont une réponse proportionnelle. Plus on développe des pratiques au regard de ces exigences-là, plus on va s'apercevoir que le niveau de satisfaction des clients et ou des parties intéressées va évoluer. Et également, encore plus intéressant, d'autres exigences, il suffit à peine de les développer, apporter des réponses à ces exigences-là, dites attractives, on va s'apercevoir rapidement qu'il y a un impact sur le niveau de satisfaction client parties intéressées. Voilà ce que nous dit Kano. Appliqué à l'ISO 1, ça nous permet de classifier en 3 catégories, basiques, proportionnelles et attractives, l'impact des exigences sur la satisfaction des clients et des parties intéressées. Donc, considérez que cette analyse qui a été faite, qui est originale et unique, peut vous permettre de distiller l'effort, là où il faut porter l'effort, pour avoir, je dirais, un retour sur investissement de cet effort. Et le meilleur retour, c'est d'avoir un client enchanté. Et bien sûr, tout en assurant des produits conformes. Alors, vous avez ici un premier classement des exigences dites basiques, classées must be. Bon, je vais en prendre une ou deux pour illustrer ça. Hein. Je vais prendre par exemple dans le secteur plan du PDCA, l'exigence qui s'appelle rôle, responsabilité, autorité. Je pense que vous l'avez identifié, pastille verte, c'est un must be. C'est-à-dire que définir qui fait quoi dans l'entreprise, c'est extrêmement nécessaire, indispensable pour structurer une organisation et définir la responsabilité. Soyons clairs. Mais c'est pas ça qui va ravir le client. D'accord? J'en prends une autre. Les informations documentées. Les informations documentées, c'est pas ça qui ravit le client. Par contre, c'est fondamental pour pouvoir capter à travers ces informations des éléments de preuve, de traçabilité, qui sont parfois exigés par la réglementation, attention à ça, hein, et surtout, pour pouvoir capter ces informations et les analyser pour progresser. Ça, c'est interne à l'entreprise. Ça n'a aucun impact sur la situation client. Et ainsi de suite. Tout ce que vous voyez sélectionné à travers ce slide ont cette vertu d'être indispensables, mais sans impact conséquent sur le niveau de satisfaction des clients. Donc, il faut l'assurer, il faut s'assurer que c'est maîtrisé et en place, mais ne dépensez pas de l'énergie, je dirais, en permanence pour ces exigences-là. Il suffit d'assurer leur maîtrise et de dégager votre temps, votre énergie sur celles qui sont plutôt proportionnelles et attractives. Et les proportionnelles, les voici. Alors, il y en a moins. On s'aperçoit qu'il y a un peu plus d'orange. C'est intéressant. Il y a moins de vert, mais il y a un peu plus d'exigence orange, c'est-à-dire un impact moyen en termes d'évolution de 2008 vers 2015. Je vais prendre un exemple également. Objectif, qualité, planification. Pourquoi c'est proportionnel? Eh bien, parce que le fait de définir des objectifs qualité, c'est positionner le curseur qui va impacter la satisfaction client, qui va impacter le niveau de conformité client. Donc, plus vous allez monter ce curseur, plus vous fixez des objectifs ambitieux et réalistes, plus quelque part, normalement, si votre copie est juste, ça va avoir un impact, une visibilité, un ressenti, une perception vue du client. Voilà. Voilà la logique. Et c'est la même chose, par exemple, pour l'amélioration continue. L'amélioration continue, certes, c'est peut-être pas linéaire, c'est peut-être un petit peu, je dirais, logarithmique, hein, c'est pas aussi linéaire que ça, mais il y a quand même une progression d'amélioration continue que le client doit, je dirais, quelque part vérifier à travers votre capacité à répondre à ses besoins. Et enfin, le plus intéressant, c'est l'attractif. Et là, par contre, là, ça mérite de porter du temps pour développer des pratiques à la hauteur de ces exigences-là. Et regardez bien les couleurs de ces exigences. Voilà, on retrouve des exigences nouvelles de la version 2015. Ce qui montre qu'à 2015, quelque part, elle a évolué pour être plus attractive, tout en gardant, bien sûr, l'indispensable, soyons clairs, qu'on ne se méprenne pas par rapport à ça. Et donc, bien sûr, on va prendre l'action face aux risques et opportunités comme exemple. L'opportunité, il y a le côté attractif, c'est-à-dire la capacité de dénicher des axes de développement qui vont ravir les clients, mais aussi la direction. N'oubliez pas, la direction est une partie intéressée.
le fait de se préoccuper des enjeux stratégiques pour l'aider, je dirais, à développer une stratégie en prenant en compte des besoins en temps de parties intéressées pertinentes. Tout ça, c'est intéressant pour une direction qui va, je dirais, consolider sa stratégie. Voilà. La revue direction, par exemple, est attractive parce que telle qu'elle est définie en 2015, il y a véritablement tous les éléments pour qu'une direction puisse se doter de tous les signaux, le feedback pertinent pour pouvoir décider et agir en connaissance de cause pour progresser. Voilà. C'est vraiment une vraie revue de direction et pas superficielle pour satisfaire un auditeur. Vous voyez, donc à travers canaux, on peut distinguer un certain nombre d'exigences qui n'ont pas le même impact en termes de satisfaction client. Et ainsi, ça vous permet de là où il faut porter l'effort, l'innovation, la recherche pour mettre en place des pratiques intéressantes. Une petite aparté sur un terme déterminé. Vous avez certainement remarqué dans cette version 2015, le terme déterminé est relativement utilisé. Que signifie déterminer? Alors, je me suis permis de prendre le Larousse, j'aurais pu prendre le Petit Robert, c'est pareil. La définition de déterminer est la suivante: établir quelque chose avec suffisamment de précision au terme d'une recherche, d'une réflexion et d'une analyse. Réflexion, recherche, analyse, c'est quoi? Conjuguer ces trois aspects, c'est une méthode. C'est disposer d'une méthode. Donc, comprenez bien, lorsque vous ferez lecture de la version 2015, que chaque fois que vous lirez déterminer, ça suppose qu'il y a une méthode. Alors, il n'y a pas de méthode formalisée, on ne parle pas de formaliser. Une méthode. Mais une méthode signifie qu'on est capable de la reproduire et que le produit les résultats attendus. La méthode signifie que quelque part, on n'est pas dans une approche, je dirais, aléatoire, une approche un petit peu, je dirais, fantaisiste, non reproductive, voilà, qui n'est pas sans consistance. Il y a quand même un minimum de déterminisme derrière ça. Voilà. Donc, considérez que chaque fois qu'il y a déterminé, à vous à définir une méthode appropriée pour répondre à l'exigence, sans pour autant en faire une procédure, qu'on se comprenne bien, mais qu'elle soit reproductible, comprise, appliquée et efficace. Alors, je me suis permis de faire un petit zoom sur les évolutions, les exigences qui sont classées attractives, au hasard. Hein. Les enjeux externes et internes qui sont dans ce nouveau chapitre 4, comprendre le contexte. Mais là, il s'agit de les déterminer. Donc, ça suppose une méthode. À vous à la trouver, la méthode appropriée par rapport à votre contexte, à votre culture, vos connaissances. Hein. Et ces enjeux externes et internes, ils doivent être pertinents par rapport à la finalité de votre organisme, c'est-à-dire sa mission, sa vision, sa raison d'être, et des orientations stratégiques. Vous voyez ici, on illustre bien le lien entre stratégie et système qualité. Les parties intéressées et leurs exigences doivent être pertinentes, donc il faut les déterminer, suppose méthode également, et surveiller parce que ça peut bouger trimestre après trimestre ou année après année. Attention. Et les retours de ces parties intéressées doivent être présentés en revue de direction. C'est la boucle de feedback qui est dans cette logique-là. La direction également a été renforcée en tant qu'exigence à travers l'exigence leadership. L'engagement doit être vraiment démontré et visible. Engagement pour mettre en œuvre le SMQ. Donc, vous avez 10 items dans cette exigence, dite 5.1.1, qui sont appliqués par la direction. J'appelle ça les 10 commandements de la direction dans une démarche qualité. Il s'agit de démontrer que ces 10 items sont appliqués. Également, l'organisme doit déterminer les risques opportunités. Ça suppose une méthode pour faire cela. Donc, attention, on parle risque-opportunité en lien avec l'efficacité du système. Le risque ou opportunité, c'est l'effet de l'incertitude vis-à-vis d'un résultat recherché. Le résultat, l'objectif que l'on fixe, n'est pas forcément atteint. Il y a toujours une incertitude pour atteindre cet objectif. C'est ça le risque. Le risque, c'est l'effet négatif de ne pas l'atteindre. L'opportunité, c'est de le dépasser. Il est intéressant justement de booster les situations où le résultat est meilleur que prévu. Ça s'appelle accroître les effets souhaitables. Et également, à l'inverse, c'est de réduire les événements, les sources qui pourraient nuire à l'atteinte de l'objectif. Donc, ça s'appelle réduire les effets indésirables. Et le but, c'est de s'améliorer.
Donc, ça suppose méthode pour déterminer et mettre en œuvre les actions qui vont traiter des risques opportunités. Les connaissances, justement, évolution majeure, nécessaire à la mise en œuvre des processus, et les connaissances qui sont nécessaires à l'obtention de la conformité des produits et services. Ces connaissances doivent être déterminées également, tenues à jour et mises à disposition autant que nécessaire. La connaissance, c'est le brain, c'est ce qui fait la différence à l'heure actuelle de toute entreprise. Ayez bien en tête que toute entreprise dispose dans le monde entier pour disposer des mêmes équipements, des mêmes process. Tout sur le net se transmet, se diffuse, tout se sait. Les matières premières, elles se partagent, elles sont accessibles partout dans le monde. Question de, je dirais, de prix d'achat, d'effort pour l'avoir. Tout est communicant, tout communique dans le monde en tant que process, etc. Les compétences sont connues également. Je dirais même au niveau des individus, lorsqu'il s'agit de force physique, des bras et des jambes, tout le monde a des bras et des jambes. La différence, la seule différence et la richesse des entreprises qui vont vous distinguer, c'est le brain, c'est le savoir, c'est la connaissance. Donc, il est extrêmement bienvenu que l'ISO 9001 se préoccupe de préserver les connaissances et de les partager là où c'est nécessaire et de les développer. Voilà, ça c'est la richesse, c'est le capital immatériel. La conception développement également a été renforcée dans cette version où il s'agit maintenant d'essayer, dans la mesure du possible, d'impliquer les clients, les utilisateurs. On parlera quelque part de co-conception, sans pour autant partager la conception, mais d'associer, collaboratif, conception collaborative. Et puis également d'anticiper les conséquences s'il y a des défaillances, de bien prendre en compte le fait que la conception doit être réalisable par la suite. Donc se préoccuper sur le fait que ça soit être compatible avec les processus ultérieurs. La fabrication, la livraison, le service après-vente, etc. Et puis la revue de direction, comme je disais, qui a été enrichie en prenant en compte les enjeux stratégiques qui vont évoluer, l'alignement stratégique, les retours des parties intéressées, et enfin de valider le fait que les risques ont été bien pris en compte, voilà, l'efficacité des actions. Vous voyez, tout ça n'est pas neutre, est à prendre en compte. Je vais rapidement passer sur les retours d'expérience suite aux audits. Bon, vous l'aurez dans, je dirais, le PDF qui vous sera transmis. Pour faire court, je vous présente en rouge les difficultés. En rouge, il y a eu des non-conformités mineures ou majeures. En orange, c'est plutôt des points sensibles où on engage l'entreprise à, comment dire, à agir, bien sûr. Voilà. Donc, par rapport à ça, au niveau contexte, nous avons eu quelques écarts sur la détermination des enjeux qui ne sont pas toujours déterminés en fonction de la finalité entreprise. Et puis, il y a parfois l'enjeu est confondu avec risque. Donc, attention à ça. Des parties intéressées qui ne sont pas toujours bien identifiées, qui ont un impact sur la démarche qualité. Voilà. Leadership au niveau des… je regarde la partie rouge. Il y a parfois, dans le leadership, on n'arrive pas à démontrer le fait qu'il y a un lien entre les enjeux stratégiques et les objectifs du système qualité, l'orientation du système. La démonstration n'est pas toujours faite, donc attention à ça. En termes de planification, la notion d'opportunité, alors j'ai rouge, non, le rouge, c'est une erreur en haut. C'est pas rouge, c'est en orange. On n'émet pas encore d'écart parce qu'il n'y a pas d'opportunité identifiée. Il y en a très peu. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que l'opportunité, c'est une chance de rendre un système offensif au lieu de se cantonner une approche défensive du système qualité. Donc, attention à ça, il y a toujours matière à trouver des opportunités, c'est-à-dire trouver des situations où on fera mieux que prévu. Voilà. Au niveau du traitement des actions traitant des risques, il y a parfois un problème de priorisation qui n'est pas fait, sachant que la norme vous dit que l'impact doit être proportionnel. C'est-à-dire on doit traiter l'action proportionnellement au risque, à l'impact. Donc, attention à avoir quelque chose de cohérent, de consistant. Pour traiter les risques opportunités, on ne traite pas les risques opportunités de la même manière. Il faut quand même avoir un certain niveau de priorité et les méthodes ad hoc pour faire cela. Voilà. Dans la modification du système, attention à prendre en compte tous les éléments de planification. Il s'agit d'anticiper à l'avance les méthodes, les moyens et les conséquences. Ça, c'est nouveau. Bien sûr, management des connaissances, gestion de connaissances. Là, il y a des écarts, en particulier pour les connaissances qui sont constituées d'informations qui sont non documentées. C'est-à-dire ceux qui sont dans la tête de l'expert, d'une personne expérimentée qui s'en va, par exemple, pour retraite, la retraite, il a bien droit à la retraite. Et parfois, il y a tout dépend de connaissances qui partent
Et donc, on n'a pas pris en compte cela. On n'a pas pu, je dirais, capitaliser, partager et préserver ces connaissances-là. Attention, ça peut avoir des conséquences graves. Attention à ça. Processus de communication, parfois, il y a des écarts là-dessus parce que l'exigence de communication a été beaucoup plus précise à l'heure actuelle. Vous avez des items qui sont quasiment en plan de communication. Il n'y a pas marqué plan de communication. Vous avez les composantes minimales d'un plan de com. Attention à s'assurer que tous ces éléments sont déclinés. Et enfin, vous avez des écarts sur l'exigence achat qui s'appelle maintenant maîtrise des prestations et prestataires externes. L'écart porte souvent que la maîtrise n'est pas forcément adaptée au risque. Voilà, donc ça, il faut faire attention à ça. Les revues direction, parfois, font l'objet d'écarts puisqu'on n'a pas justement pris en compte tous les éléments nouveaux en tant que données d'entrée pour la revue direction, les retours des parties intéressées. J'ai fait un audit récemment où il n'y avait pas ce feedback des parties intéressées pertinentes. On doit les revoir en direction. Sur l'amélioration, le constat du suivi sur les PDCA, donc des améliorations, les actions d'amélioration, forcément, il y a le PDCA qui s'applique. Donc, attention à bien baliser les étapes du PDCA. Une amélioration, je dirais, à un moment donné, il faut en mesurer l'efficacité. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'efficacité mesurée, par exemple, pour une action corrective, c'est un minima. Donc, ça peut faire un écart. Voilà, donc vous aurez ça dans le détail avec le code couleur. Et je dirais, ça peut vous servir pour anticiper, je dirais, la bonne exécution des audits. Et là, je vais partager avec quelque chose qui est nouveau, qui vient de sortir, que nous avons conduit à l'AFNOR. On a pris l'initiative en 2017, c'est tout récent, à peu près, il y a eu 1 millier d'entreprises qui ont été sondées en termes d'évaluation des coûts de la non-qualité. Vous savez que la qualité, ça coûte pas. Comment il s'appelle? Notre ami Crosby avait fait un ouvrage, je dirais, qui avait marqué les esprits dans les années 80, intitulant que Quality is free, la qualité, ça coûte pas. Ce qui coûte, c'est la non-qualité. C'est bien faire la première fois, ça coûte pas. Ce qui coûte, c'est refaire, réparer, corriger. Ça coûte. Et vous pouvez pas vous rattraper avec le client. Il va pas vous mettre un prix supplémentaire parce que vous avez été contraint de réparer ou etc. Vous comprenez bien. Donc, les coûts de qualité, c'est important parce que ça montre bien que la qualité est en lien avec l'économie d'entreprise. Voilà. Donc, on a fait cette étude. On a eu 80% des entreprises qui ont jugé indispensable ou au moins nécessaire de mesurer non-qualité. Vous voyez, c'est pas neutre. C'est très important. Il y a quelques années de ça, on n'avait pas ce score, ça a monté parce que la dimension économique, la compétitivité oblige à se poser cette question. Mais 20% s'avouent incapables de mesurer. Comment mesurer la non-qualité? Voilà, donc ça interpelle. 66% des entreprises sondées estiment que la non-qualité ne dépasse et se situe en deçà des 5% de chiffre d'affaires. En deçà, même déjà 5%, c'est une barre assez élevée. Donc ça veut dire c'est pas neutre, c'est pas neutre. C'est ça qui manque derrière dans le profit, soyez clairs. Et puis donc 37% des répondants estiment que les mesures ne reflètent pas du tout la réalité en fait. Donc ça veut dire que cette étude a mis l'évidence que la non-qualité est une dimension économique à prendre en compte. Il s'agit de la réduire. Elle est encore à des niveaux trop élevés, même si on parle de 5%. 2, on considère qu'il faut la mesurer, mais on ne sait pas trop. Il faut vraiment structurer un bon, dispositif de mesure fiable, représentatif de la non-qualité, pour pouvoir analyser et progresser. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc, il y a vraiment une richesse dans cette étude que nous avons collectionnée. Et donc, vous avez la possibilité de télécharger cette étude. Donc, je confirme, c'est gratuit. Elle est gratuite. Donc, profitez. AFNOR vous dit qu'il y a quelque chose de gratuit à télécharger. Profitez. Elle est très instructive. Donc, précipitez-vous pour télécharger cette étude nationale sur les coûts de la non-qualité dans l'industrie. Attention, je précise, c'est quand même l'industrie. Il n'y a pas le service. Ça reviendra. Et puis, enfin, pour réussir la transition, sachez que AFNOR, de par sa mission, sa mission publique, d'utilité publique, est là pour vous aider, gracieusement, pas toujours, parce qu'il faut quand même qu'on puisse vivre, puisqu'on a des experts, donc il faut pouvoir assurer cette expertise. Donc, on est là pour vous informer en région, à travers nos délégations, à travers des ateliers découvertes. Donc, allez sur notre portail, région par région, vous avez le programme 2017 et bientôt 2018.
Vous pouvez vous informer à travers AFNOR Édition, un certain nombre d'ouvrages réalisés par des experts qui sont très concrets, qui sont très intéressants. Également avec une bibliothèque virtuelle qu'AFNOR Édition met à votre disposition. Bien sûr, il faut s'abonner, mais je dirais c'est une bibliothèque virtuelle, numérique, puisqu'on est à l'heure du numérique. Et puis avec des ouvrages normatifs qui sont des consensus reconnus au niveau national et international, qui vont vous proposer un certain nombre de bonnes pratiques que vous pouvez adopter. Également, vous avez la possibilité de faire appel à un ami sur Internet, cet ami s'appelle OkPilote. Il suffit de s'abonner et quelque part, cet ami va vous aider, vous guider à vous mettre en conformité, à vous aider, à vous étalonner par rapport à la norme, à vous aider à constituer une feuille de route pour passer la norme. Et également, on vous propose des fonctions d'analyse de risque, de gestion des objectifs, de gestion des constats qui s'appellent non-conformité, etc., etc. Donc, c'est un système de management d'un système de qualité. C'est pas de la GPAO, c'est un système de management de la qualité assisté par ordinateur. Voilà, je vous donne cette image-là, virtuelle, accessible à travers Internet. OkPilote, c'est un super outil. Et puis là, je vous ai fait une sélection de formations à travers AFNOR Compétences, qui ont des formations extrêmement intéressantes, qui sont ciblées par rapport à des problématiques que vous pouvez rencontrer sur la 9001, à travers les risques, à travers les parties intéressées, à travers comment faire pour réussir son management intégré, etc. Donc, vous avez une sélection extrêmement intéressante. Vous pouvez y aller consommer sans modération, il n'y a pas de problème, ça fait pas mal. Et puis également, bien sûr, vous savez que le groupe AFNOR propose la certification, telle que le faisait autrefois AFAC. Et là, nous avons toute une possibilité d'audit. Alors sachez que maintenant, si vous n'êtes pas encore en 2015, il va falloir aller vite, parce que l'échéance finale, c'est septembre 2018. Donc là, vous avez maintenant moins d'un an pour basculer 2015. Donc n'hésitez pas vraiment, je vous passe une alerte, c'est que 2018 va être très chargé, puisque beaucoup d'entreprises maintenant attendent le dernier moment pour basculer version 2015, et donc réservez le plus tôt possible votre audit de certification, de telle sorte que vous puissiez avoir l'assurance d'avoir les auditeurs au bon moment. Donc je vous passe une information importante. Plus vous allez le faire à l'avance, plus ça se passera bien. Voilà, voilou. Avec notre belle carte de France et nos délégations qui sont sur tout le territoire. Et je vous invite maintenant, je regarde ma montre parce que c'est peut-être un petit peu bavard, de poser des questions. Dans le temps? Oui, nous avons à peu près un quart d'heure. Alors, j'ouvre la boîte à questions, mais j'espère avoir des questions, sinon je vais être malheureux. Voyons voir. J'en vois une. L'outil OkPilote est illimité isinophile. Merci Hubert d'avoir posé cette question. Non, OkPilote, en fait, c'est un dispositif qui permet de s'évaluer par rapport à de multiples référentiels et de gérer son système de management en fonction de multiples thématiques. Donc, on peut l'utiliser aussi bien pour la 9001 que pour la 14001, que pour 45001, pour la 9100, etc., etc. Donc, je dirais, il y a à peu près une collection d'une quarantaine de référentiels les plus utilisés qui sont dans OkPilote. Donc, on peut s'abonner que pour un seul référentiel, mais on peut s'abonner sur d'autres référentiels à votre choix. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Une question de Florence. À travers quels éléments les auditeurs mesurent-ils la conformité à l'approche risque ou opportunité? Oula, je pourrais en parler toute l'après-midi. On ne mesure pas quelque part. On va s'assurer que l'exigence est satisfaite, que le quoi est satisfait en vérifiant les pratiques que vous utilisez. Donc, en fait, on va rechercher d'abord si les risques opportunités ont été déterminés. Et on va prendre connaissance de ces risques et opportunités qui sont présentés par l'audité. Et au regard de cette liste, quelle que soit la forme, puisqu'il n'y a pas d'exigence de formalisme à ce niveau-là, mettre ça en cohérence avec les résultats du système qualité. Si on voit par exemple un résultat du système qualité qui met en évidence qu'il y a souvent
des délais qui ne sont pas respectés de livraison client parce que la matière première qui est liée à ces produits n'est pas disponible, parce qu'il y a des ruptures d'approvisionnement. Par exemple, l'auditeur, lui, va, dans son parcours d'audit, avoir un certain nombre d'éléments. Et s'il s'aperçoit que le risque, je dirais, de continuité d'approvisionnement pour cette matière n'a pas été prise en compte, mais quelque part, il va considérer que la détermination des risques et opportunités n'est pas satisfaisante. Et également, il va vérifier si les actions qui vont traiter de ces risques sont, je dirais, définies, planifiées dans une logique PDCA, et si elles sont, je dirais, par nature, pertinentes, cohérentes par rapport aux risques évoqués. Voilà. Donc, en fait, pour l'auditeur, c'est une vérification qui est de cohérence par rapport aux résultats du système, les enjeux, la politique, l'objectif et les risques. On va regarder si tout ça c'est cohérent, si les risques sont vraiment dans une logique de protection, de préventif. Voilà. Les opportunités, je dois considérer que quelque part, comme elles ne sont pas très encore développées aux entreprises, c'est assez pudique comme vérification, mais ça devrait se développer. Voilà. Fanny nous pose une question. Comment formaliser les besoins et les attentes des parties intéressées? Mais la norme ne vous impose pas la façon. C'est à vous à choisir la façon de formaliser. Mais comprenez bien que ça ne peut pas rester que oral. D'autant plus que la revue de direction demande d'avoir un retour par rapport aux besoins et aux attentes et les retours d'information de ces parties intéressées. Alors forcément, il y a un minimum de formalisme. Donc maintenant, comment le faire? Alors, pour les déterminer, il y a des méthodes. Moi, je dirais, je vais évoquer des méthodes, mais ne comprenez pas que les méthodes que je vais citer sont celles imposées par la norme, parce que la norme n'impose aucune méthode. Elle impose des méthodes bien précises. Ce que j'ai pu observer, c'est que vous avez la méthode SWOT. Force, faiblesse, menace, opportunité. Vous connaissez ça. Ça, c'est une bonne méthode pour essayer de placer positionner les parties intéressées en termes de pertinence. Vous avez aussi la méthode Pestel. La méthode Pestel, la politique, l'économie sociale, technologique, environnementale, légale. Voilà. Donc, ce sont des champs qui vous permettent de balayer à travers ces grands axes, je dirais, d'écosystème, de voir à cet intérieur quelles sont les parties intéressées qui interagissent. Voilà. Il y a des tas de méthodes. Dans le formalisme, je dirais, ce qui compte, c'est le comment, la méthode. Le formalisme, c'est le résultat c'est pas la finalité formalisme, c'est le résultat de la méthode. Ce qui est important, c'est la méthode et surtout la cohérence que ça apporte. Voilà. Benoît nous pose une question. Comment contrebalancer un manque de portage leadership? Aïe, 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 aïe. Officiellement, c'est vu une priorité, mais dans les faits, en quotidien, c'est vu pas souvent après le reste. Oui, Benoît, je comprends ça. Moi, je viens de l'industrie et j'ai rencontré ça. Je suis auditeur, je ne suis pas dupe également. Quand je fais les audits, je vois au début de l'audit, l'entretien avec la direction, ou c'est la direction qui prend le lead pour expliquer sa démarche, stratégie, sans que le reste de la qualité intervienne, qui manage par la qualité. Et c'est vrai que vous avez des situations où la large qualité a un responsable ou c'est un responsable qui, lui, va, je dirais, donc, comment mobiliser, comment rendre, je dirais, transformer votre directeur en pile, la pile de la machine à satisfaire, celle qui aime plus la démarche, mais je dirais, il n'y a pas de recette miracle. Si vraiment, je dirais, moi, je ne peux pas répondre à ça. La seule chose que vous puissiez faire, c'est de démontrer qu'une démarche qualité, par des petits succès, par des exemples bien concrets, par l'usage à 9 sur certains aspects, démontrer que ça contribue à améliorer la performance économique de l'entreprise, parce que toute direction est sensible aux résultats économiques. Donc, si vous démontrez que en réduisant la non-qualité, on fait une économie, en respectant, je dirais, les délais, on arrive je dirais, à accroître la satisfaction client, que se traduit par des commandes supplémentaires, etc. Si vous arrivez à avoir des éléments probants, parce qu'ils existent, à vraiment les mettre d'une manière pédagogique, les mettre sous les yeux d'une direction, ça doit lui donner envie de continuer. Sinon, c'est grave. Et enfin, une petite dernière opportunité doit-elle se faire au niveau global, entreprise, au niveau de chaque processus. C'est Sylvie qui
me pose cette question. Elle est intéressante, cette question. Moi, je dirais mes deux, mon général. Bien sûr, vous pouvez de rechercher les risques par processus. Au moins, ça vous donne l'assurance que les risques sont liés à l'approche processus, qu'on est vraiment dans des risques processus qui servent au système qualité. Mais c'est pas parce que vous avez identifié les risques qui sont, je dirais, des méta-risques qui sont au-delà des processus qui ont un impact client. Ça, c'est possible aussi. Donc, je dirais la norme, elle vous dit pas l'un ou l'autre. C'est à vous à trouver, je dirais, à vous appuyer là où c'est le plus facile pour déterminer les risques opportunités. Démarrez déjà par les processus, c'est une bonne approche. Et puis ensuite, posez-vous la question au niveau des directions, lorsque ceci fait au niveau processus, il n'y a pas d'autre risque qu'une direction qui est au-dessus des processus pourrait vous signaler. Et je dis risque opportunité. Voilà, mais écoutez, c'est un peu rapide, je suis désolé. Hein, j'aimerais bien répondre davantage à ces questions qui sont très intéressantes et je vous en remercie. Mais je crois qu'il va falloir arrêter ce webinaire. Je m'engage à ce que vous recevez, que vous allez recevoir le PDF de cette présentation, un peu plus compacté, honnêtement. Et puis, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter, à contacter AFNOR, à vous rapprocher de nos délégations régionales qui sont là à votre écoute pour vous aider, vous accompagner dans cette réussite 9.1 version 2015. Je vous souhaite pas la bonne année, mais je ne suis pas loin. Allez, bonne fin d'après-midi. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir.